Ça y est, c'est parti pour un nouvel épisode de Danse avec le chaos. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir une invitée. Avant de vous la présenter, je veux juste vous raconter un peu le contexte dans lequel j'ai eu la chance de rencontrer Selma Sardouk. Mais déjà, j'ai envie de te souhaiter la bienvenue ici avec nous. Merci, je suis ravie d'être ici. Merci pour l'invitation. Donc, Selma, comment je t'ai rencontrée? Donc, c'était lors d'un sommet organisé par Vanessa Fourcodo. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou. L'appel de Gaïa. C'était un sommet il y a quelques semaines, mois, sur le leadership au féminin, le leadership pour les femmes entrepreneurs. Et en fait, ta conférence, elle était juste avant la mienne. Et j'ai pas eu le temps de la voir en direct, mais juste après, j'ai eu Vanessa pour préparer mon intervention. Elle m'a dit, il faut absolument que tu ailles écouter Selma, parce que ça va te parler. Et du coup, moi, j'ai fait ma conférence et ensuite, le soir, je me suis posée. Je t'ai écoutée et là, ça a fait tilt tout de suite à des endroits pour moi. Parce que c'était un moment où j'étais en train de terminer l'écriture de mon livre et que j'étais dans un endroit un peu délicat. Émotionnellement, je sentais que j'allais toucher à des ombres un peu de l'histoire de l'Occident. Pour la petite histoire, donc j'étais en train d'essayer de comprendre comment on était arrivé là avec la médecine occidentale et bien sûr tous les progrès qu'on lui connaît. Mais derrière ça, de nous rappeler contextuellement que la médecine occidentale est née grâce au patriarcat, au colonialisme et à l'esclavage, j'ai senti que j'ai touché quelque chose de lourd, de difficile. Et ça m'a rappelé aussi ce que j'avais vécu il y a 2 ans au moment du mouvement Black Lives Matter. Et qu'il y a certaines personnes avec qui, en fait, c'était compliqué de communiquer parce que j'avais l'impression qu'on était dans 2 mondes différents. Et toi, avec tes mots, la clarté de tes propos, je me suis dit, mais en fait, oui, c'est ça. Il y a besoin qu'on remette les points sur les i, en fait, et qu'on remette de la lumière dans notre histoire collective. Pas pour enfoncer les choses et continuer à, j'ai envie de dire, à perpétuer des boucles karmiques, mais plutôt pour comprendre et nous dire maintenant, maintenant qu'on a vu ça et que c'est encore en train de se reproduire, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter cette boucle? Et moi, c'est cette vision-là qui m'a beaucoup plu. Donc, Selma, tu es coach décolonial. Tu fais plein de belles choses, mais tu as aussi un podcast qui s'appelle Maï Maï. Et donc, avant que tu nous amènes dans ton histoire, dans ce que tu fais, dans ce que tu apportes au monde, j'ai envie de te poser la question traditionnelle qui est est-ce que tu aurais une pratique, une petite astuce de quelques minutes pour qu'on puisse nous reconnecter à notre espace intérieur? Tu fais des super réels de moins d'une minute, donc je suis sûre que tu vas être capable de nous amener. Oui, j'ai plusieurs pratiques assez courtes. Ce que je peux proposer, c'est, donc pour les personnes qui nous regardent en vidéo, vous pouvez me regarder, mais pour les autres, suivez un petit peu ce que je dis. L'idée, c'est d'aller pratiquer des effleurements au niveau du visage. Donc, on peut partir du milieu du front et aller petit à petit vers les tempes en pensant bien à respirer profondément. Voilà, on peut le faire 3 ou 4 fois. Ensuite, on fait la même chose au niveau du nez. Et on part vers les pommettes. Pareil, 3 ou 4 fois. Et puis, on fait pareil en partant du menton et on remonte au niveau de la mâchoire pour aller vers les oreilles. En effleurant doucement. Et voilà, on peut juste prendre une grande respiration et regarder ce qui se passe dans notre corps. Merci. Moi, je sens que ça me ramène au niveau du visage. Je sens ma peau et ça me fait vraiment du bien. C'est un peu comme si j'avais ouvert l'espace. Super. Surtout quand on est beaucoup devant les écrans. Et ça, c'est Ouais. ce qu'on a pris l'habitude de faire, notamment ces 2 dernières années. Donc, merci beaucoup pour Avec plaisir. Mais c'est un petit lifting naturel. Ça.
Donc, allons, on va plonger dans le vif du sujet maintenant. Quel est ton métier, Selma? Puisque c'est quand même atypique. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais entendu parler de coach décolonial. Que fais-tu et pourquoi est-ce que tu penses que c'est pas juste important dans le monde actuel, mais essentiel de sensibiliser les personnes à ces sujets-là? Oui. Alors, je suis coach décolonial. Ça ne parle pas forcément à tout le monde parce que c'est le terme que j'ai trouvé pour parler de mon activité. Et concrètement, mon métier consiste à créer des espaces de déconstruction et de guérison collective. Donc je crée des espaces, ça peut être des espaces en ligne ou bien des espaces en présentiel. Parfois, c'est des espaces intensifs de quelques jours. Parfois, c'est sur une plus longue durée. Et l'idée, c'est qu'on aille déconstruire toutes les idées, toutes les croyances induites par le monde moderne colonial dans lequel on vit et qu'on aille guérir collectivement toutes les blessures et les traumas systémiques et sociaux qui découlent de ce système moderne colonial. Les traumas systémiques et sociaux, c'est un terme alors qui peut paraître un petit peu barbare pour certaines personnes, mais en même temps, pour moi, c'est la clé, en fait, de beaucoup de choses. Ça nous parle peut-être intuitivement parce que toutes les deux, on est des femmes racisées, mais on va dire pour le commun des mortels, en tout cas, qui m'écoutent sur ce podcast, puisque la majorité des personnes qui m'écoutent sont des personnes blanches. Tu vois, moi, j'avais du mal, il y a encore quelques mois, à dire personne blanche, parce que j'ai peur d'insulter les personnes. Ça montre à quel point on a créé une norme où la norme, c'est être blanc, quelque part. Oui, complètement. Alors, les traumas systémiques et sociaux, c'est normal que ça ne parle pas forcément en Europe parce que ce pas des sujets qui sont étudiés. Quand on parle du trauma, c'est souvent les traumas individuels dont on parle, donc le vécu. C'est le champ de la santé mentale en général est très basé sur l'expérience individuelle et on ne va pas aller regarder ce qui se passe autour. Euh, donc, quand on parle de trauma, c'est pareil. On va parler des traumas qui sont vécus à titre individuel par une personne et on va chercher des façons d'apaiser les tensions traumatiques, d'apaiser les traumatismes qui sont liés à ces traumas-là. Les traumas systémiques et sociaux, ce sont des traumas qui sont vécus en tant que collectif et qui sont inhérents au système monde dans lequel on vit actuellement. Donc, on a des pays qui se sont construits sur des génocides. Je pense par exemple à l'Argentine, c'est un pays qui s'est construit sur un génocide. Donc, c'est inscrit, c'est l'empreinte traumatique qui est inscrite dans la construction même du pays. On a des pays, donc si on prend l'exemple de la France, qui se sont aussi construits, parce que la nation France s'est construite on a rassemblé les Français sur qu'est-ce qu'on a de similaire qui nous différencie des autres qu'on peut coloniser et qu'on peut esclavagiser. Donc, les traumas systémiques et sociaux, c'est ces traumas-là, c'est les traumas qu'on vit en tant que collectif et qui sont inscrits dans la construction même de nos sociétés. Et qui continuent aujourd'hui, donc ce sont des traumas et non pas des traumatismes, parce que ça continue aujourd'hui à exercer du stress traumatique, à provoquer du stress traumatique chez les personnes qui subissent par exemple du racisme, du sexisme, du validisme, voilà, donc les discriminations systémiques, ce qu'on appelle dans le monde antiraciste les discriminations systémiques. De mon point de vue à moi, ce sont des traumas systémiques et sociaux. C'est une expérience traumatique en soi de vivre dans un monde où on est discriminé. Et qu'est-ce que tu dis à des personnes, donc a priori blanches, qui te disent « mais moi, de toute façon, la couleur, ça n'existe pas, je te vois comme un être humain, comme une âme, donc moi, je ne suis pas raciste ». Ok, alors c'est intéressant, c'est souvent ce qu'on me dit, enfin, c'est quand même une réponse assez fréquente. Et c'est vrai qu'en France, ça fait vraiment partie des zones d'ombre
de la France, mais aussi de l'Europe. Parce qu'on a tendance à dire, mais ce sont des théories qui viennent des États-Unis, parce que les États-Unis, c'est une société qui est basée sur la race, etc. Mais en fait, c'est des théories qui ont été théorisées ici. Je veux dire, Gobineau, il était français. C'est pas, voilà, c'est pas ailleurs, c'est ici que ça a été théorisé. Je pense que c'est difficile pour les personnes blanches de parler de ces sujets et d'accepter que ça existe justement parce que ça fait partie des zones d'ombre et que par définition, les zones d'ombre, ce sont les zones qu'on ne veut pas voir de soi-même. Donc en tant que personne, mais aussi en tant que société. Et il y a un gros travail à faire en Europe sur ces sujets-là. L'universalisme tel qu'il existe aujourd'hui, tel qu'on l'entend aujourd'hui en France, en tant que femme racisée, j'ai jamais senti que c'était quelque chose qui était réel. Et j'avais pas forcément de mots à mettre là-dessus, mais moi je me sens pas du tout incluse dans cet universalisme-là. Donc on ne peut pas se prétendre d'un universalisme qui exclut, ça n'a pas de sens. Et voilà, du coup, je t'avouerai que je ne suis pas vraiment dans la discussion avec des personnes qui n'ont pas forcément envie de parler de ça ou qui n'ont pas forcément envie de voir. Moi, je suis plus pour, si tu as envie d'en discuter, si tu as envie de creuser le sujet, et ok, la porte est ouverte, mais après, je ne vais pas me fatiguer à aller débattre sur des choses qui, pour la majorité des personnes racisées, font sens et on le sait et on n'a pas besoin forcément de se le dire, on se comprend sur certaines choses. Voilà, je pense que c'est important de décentrer nos discours et de décentrer ce qu'on fait justement des personnes blanches et de ne pas se dire je fais ça pour que les personnes blanches comprennent. Voilà, moi, je pars plus du principe que quand je propose quelque chose, je propose à la personne la plus minorisée qui puisse. Voilà, si je propose un espace, par exemple, je vais penser à une personne avec toutes ses intersectionnalités, donc une personne, peut-être une femme racisée, peut-être handicapée. Voilà, je vais vraiment essayer de penser à la personne la plus minorisée qui est dans la pièce. Puis après, si les autres veulent rejoindre le train, ok. Sinon, je me fatigue pas plus que ça. Ouais, tu as bien raison de ne pas être dans l'énergie de convaincre, parce que du coup, c'est encore donner finalement du pouvoir à ce système. Complètement. Ouais, il y a plein de questions qui me viennent comme ça, et parce que pour moi, une fois je me suis autorisée à me poser avec et à me dire, mais oui, c'est ça aussi. Ça me permet d'être plus à l'aise aussi dans des endroits où j'avais un peu de mal. Et pour donner un exemple, comme tu disais, entre racisés, on se comprend. Par exemple, un truc que quelqu'un de blanc ne s'est jamais posé la question, sauf peut-être depuis 2 ans qu'on doit sortir avec une auto-attestation. Mais pour moi, c'était normal, petite, de devoir sortir avec ma carte d'identité. Parce que mes parents m'ont toujours dit, attention, si tu ne prends pas ta carte d'identité, tu risques d'avoir des problèmes, tu vas aller à la police. Et quand j'en discute avec mon chéri, qui est blanc, en fait, pour lui, ça n'a pas de sens. En fait, il n'a jamais eu besoin de sortir avec sa carte d'identité, en tout cas quand il est en France ou en Guadeloupe. Et ça, c'est un exemple tout banal, mais ça montre que, en fait, non, quand tu as la peau d'une couleur différente, ta vie est différente. Oui. Ça fait partie de ces petits exemples qui permettent déjà d'ouvrir peut-être un espace, en tout cas pour les personnes qui sont curieuses, parce que comme tu dis, et moi aussi c'est ce que j'essaye de sensibiliser ma communauté, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont entrepreneurs dans le milieu du bien-être et voilà, qui vont se former en Inde ou dans d'autres pays, et je dis bravo d'être dans cette ouverture d'esprit, de s'intéresser à d'autres cultures. Et moi-même, je pense que dans l'un de nos premiers échanges, je t'avais dit, moi, c'est grâce à des personnes occidentales qui sont allées en Inde, qui se sont appropriées des savoirs de mes ancêtres et qui les ont plus adaptés à un monde moderne, que j'ai pu, moi, re-rentrer dans ces traditions ancestrales, là où dans ma famille, c'était trop rigide. Donc, quelque part, merci, mais vas-y, tu veux dire quelque chose? Oui, du coup, c'est intéressant parce que enfin, moi, je trouve que c'est
vraiment l'illustration de la problématique sur l'appropriation culturelle dans Mm. nos métiers de l'accompagnement, bah, c'est exactement ça, c'est que des personnes dont c'est la culture ne pratiquent plus parce que pendant la colonisation, on leur a interdit, parce que c'est ce qui s'est passé, enfin concrètement, si on a arrêté d'utiliser certaines pratiques, c'est parce que c'était perçu comme, dans certains cas, de la sorcellerie, dans d'autres cas, c'était perçu, enfin, il a fallu pour pouvoir prétendre à être accepté par les colons, se délester de certaines choses culturelles qui étaient considérées comme barbares. Donc il y a un clivage civilisation-barbarie qui est encore existant d'ailleurs aujourd'hui. Et Ouais. du coup, c'est intéressant de voir à quel point on a dû désinvestir nos espaces, nos pratiques, et ensuite, parfois, on peut les redécouvrir parce qu'il y a des personnes blanches qui se forment à ces pratiques-là. Et puis, tout d'un coup, c'est génial. C'est-à-dire que dès qu'il y a des personnes blanches qui découvrent et qui commencent à se faire de l'argent dessus, on va dire les choses clairement, Mm. tout de suite, et ben, ça devient quelque chose de génial. Et puis, c'est super. C'est à la Mais mode. c'est à la Ça arrive en mode. entreprise. Et là, j'ai envie de dire, autant être cash, c'est de la méditation de pleine conscience. Pour moi, c'est un bel exemple. Exactement. Ouais, c'est le meilleur exemple pour moi parce que du coup, il y a vraiment le truc de la méditation de pleine conscience. C'est la seule méditation valable aujourd'hui Mm. scientifiquement. Et bah, pourtant, c'est de la méditation bouddhiste qui a été vidée de son essence spirituelle. Et c'est très dommageable pour les personnes bouddhistes Mm. dont c'est l'héritage ancestral, qui ont dû parfois abandonner leur propre pratique. Euh, voilà, donc c'est intéressant de voir ce processus-là et on le voit vraiment sur... donc là, toi, tu parles de l'Inde, mais ça vient dans tous les espaces qui ont été colonisés, dans tous les pays qui ont été colonisés, Mm. ça existe. Et parfois, il y a un décalage enfin, une déconnexion totale entre les savoirs ancestraux et les personnes qui sont issues de ces cultures-là. Mm. Parfois, c'est même vu comme des trucs de blanc, de faire des choses qui nous appartiennent, Mm. parce qu'on dit c'est du New Age, c'est de la spiritualité de New Age, etc. Alors que la spiritualité de New Age, c'est basé sur nos savoirs ancestraux. Mm. C'est juste qu'on a besoin, en tant que personne issue de ces cultures-là, de se réapproprier ça. Ouais. Et c'est ça, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans toute cette prise de conscience, c'est encore une fois de ne pas entrer dans un schéma de culpabilisation, mais de se dire, tiens, ben, voilà, je suis blanche, je suis intéressée par telle culture, je vais me former, mais d'aller creuser encore l'histoire et de comprendre un peu comment c'est arrivé jusqu'à toi, pour Mm. participer à la mise en lumière, finalement, et à la revalorisation de ces cultures anciennes, de ces traditions ancestrales, et peut-être aussi de développer quelque chose avec les communautés Oui, pour qu'elles puissent se ouais, réapproprier leur puissance et leur savoir. mais complètement. Alors, du coup, je vais utiliser le mot privilège et je sais que c'est un mot qui peut crisper parfois les personnes blanches, mais on a besoin de le dire, on a besoin de mettre des mots sur les choses et le privilège blanc vient avec des responsabilités, devrait venir avec des responsabilités. Moi, je suis pas pour la culpabilisation, c'est pas le but. L'idée, c'est de mesurer quelle est la responsabilité de son privilège et de se dire, ok, bah moi, je suis une personne blanche, j'ai le privilège de pouvoir aller me former où je veux et Mm. de faire ce que je veux en fait. Personne ne va jamais venir me dire tu ne peux pas faire ça parce que tu es blanche, ça n'existe pas sur cette terre. Et donc, quelle est la responsabilité qui va avec ce privilège et en tant que personne blanche, on a accès à plus de capitaux, on a plus de visibilité. Donc, si on est prof de yoga blanche, on a plus de visibilité que si on est prof de yoga racisé, y compris les profs de yoga dont c'est la culture. Je peux Qui... confirmer. Et du coup, à mon sens, l'idée, c'est de se dire comment est-ce que je peux utiliser ce privilège pour amplifier la voix des personnes qui sont concernées. Donc,
comment est-ce que voilà, le capital que j'acquiers grâce à ce privilège peut être redistribué à des communautés, par exemple. Comment est-ce que je peux faire pour amplifier le message des personnes dont c'est la culture. Enfin, pour moi, c'est important de réfléchir à ces questions-là. Et on voit tout de suite la différence en fait entre quelqu'un qui fait de l'appropriation culturelle et quelqu'un qui s'est formé à des outils dans le respect de la culture et qui contribue au rayonnement de cet outil-là. Ça me rappelle, hier j'écoutais un podcast et ça me rappelle, c'est Marilyn Monroe qui, pour que Ella Fitzgerald puisse chanter, se produire sur scène d'un café connu, elle s'est engagée à venir tous les soirs pendant une semaine dans ce café pour que justement le café accepte de booker Ella. C'est un geste justement de permettre, grâce à son privilège, à une femme racisée de pouvoir offrir son œuvre, son talent. Oui, exactement. Oui, c'est un bel exemple de ce qu'est être allié aux personnes racisées, là, pour le coup, aux femmes racisées. Ouais. Et donc, dans mon livre, ce sujet-là de la décolonialisation de nos corps est abordé. Et d'ailleurs, du coup, je m'inspire beaucoup de deux de tes émissions, de ton podcast et aussi de ce que tu avais partagé lors du sommet sur le leadership des femmes entrepreneurs. Parce qu'en fait, ça, on ne le sait pas aussi, que nos corps de femmes, que certains progrès de la médecine, et notamment de la médecine obstétricale et gynécologique, ben, les premiers essais, j'ai envie de dire, ils ont été faits chez des femmes esclaves, sans anesthésie, et qu'en fait, aujourd'hui, on doit ces progrès aussi à une forme de torture d'un groupe de personnes. Et pour moi, il y a aussi des mémoires qui restent, des mémoires invisibles chez les descendantes de ces personnes qui étaient torturées. Et pour moi, c'est essentiel de mettre ça en lumière. Et tu interviews des personnes sur ces sujets-là aussi. Oui. Ouais, du coup, la naissance de la médecine moderne en général, c'est pas uniquement la gynécologie, mais c'est vrai que c'est un très bon exemple, la gynécologie, parce qu'on a torturé des femmes noires qui étaient esclavagisées pour pouvoir voir à quoi ressemblait un utérus, par exemple. Et c'est Anne Favier, qui est naturopathe et qui travaille sur les questions de santé décoloniale, qui expliquait que les utérus, les illustrations d'utérus, c'est des utérus morts, tout simplement parce que c'est des utérus de personnes esclavagisées qui avaient été torturées et dont on a extrait l'utérus pour pouvoir les étudier, quoi. Donc ça a un poids sur la mémoire des personnes descendantes de ces personnes-là. Ça a aussi un poids sur notre mémoire collective en tant que personnes minorisées. Parce que, alors là, on parle de la gynécologie, mais la psychiatrie, c'est pareil. Il y a plein de choses qui ont été testées sur des personnes noires ou sur des personnes racisées dans les colonies. La pilule contraceptive, à la base, elle a été créée pour gérer la contraception des femmes noires et latinas aux États-Unis parce qu'on ne voulait pas qu'elles fassent d'enfants. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a besoin de savoir, on a besoin de le comprendre. Et ça a un impact en effet autant sur les personnes qui sont descendantes de ces personnes-là, mais aussi sur les personnes qui sont descendantes des groupes dominants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est une personne racisée et qu'on va voir le médecin, souvent, notre douleur, elle n'est pas prise en compte parce que la mémoire qu'il y a sur les personnes noires et les personnes nord-africaines, ça, je suis sûre. Pour le reste, je ne suis pas très sûre. Je ne connais pas vraiment le sujet pour les personnes d'Asie de l'Est, par exemple, ou sud-asiatiques. Mais je sais que pour les personnes afro-descendantes en général, il y a cette idée ce sont des personnes qui supportent bien la douleur, donc ce n'est pas possible qu'elles aient mal. Ou le syndrome méditerranéen, donc elle surjoue la douleur. Donc c'est des choses qui arrivent et c'est dommageable parce qu'on ne se sent pas pris en compte, on ne se sent pas en sécurité. Et la sécurité, le lien
sécure qu'on peut avoir avec les praticiens de santé, qu'on a ou non du coup, c'est super important dans la façon dont on va vivre le soin. C'est-à-dire que si, je sais pas, je donne un exemple, si tu vas te faire retirer tes dents de sagesse et que tu es pas en confiance avec, ton dentiste parce qu'il t'a fait une remarque raciste, et ben, potentiellement, l'acte, il peut être traumatique parce que tu es pas en confiance et tu te sens pas en sécurité. Il y a des choses qui vont se rejouer à ce moment-là. Mmh. Donc, c'est super important de travailler là-dessus sur la déconstruction des biais des professionnels de santé, pas uniquement. Donc, nous, on a besoin de guérison collective, effectivement, mais on a aussi besoin de déconstruire des biais qui sont encore existants. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on ne prend pas en compte la douleur des personnes afrodescendantes en France, c'est qu'il y a une raison. Et c'est parce que la médecine s'est construite sur cette douleur-là. Mmh. Oui, et puis ça me rappelle aussi tous ces diagnostics qu'on peut faire un peu psychosomatiques, parce qu'en fait, on ne prend pas en compte les traditions, les cultures de différents pays, notamment toutes ces cultures qui sont très reliées à la nature, au cycle, aux saisons, et qui disent que voilà, tu ne peux pas être toujours en mode warrior, actif, hyperactif, et que du coup, il y a des temps de repos, de régénération. Il y a des femmes qui portent encore ces mémoires-là en elles, et j'ai envie de dire, finalement, toutes origines confondues, puisqu'on est tous soumis au patriarcat finalement, quand on regarde comme ça. Et du coup, se reposer, c'est un signe de faiblesse, de danger. Et c'est encore un autre exemple de comment notre médecine a été conditionnée. Oui. Et comment la science a été utilisée pour justifier ces différentes pratiques. Oui, complètement. Complètement. Après, voilà, la science... moi, j'ai pas une posture où je vais dire la science c'est mal ou la science c'est bien. Moi, je suis dans une posture où c'est pas du tout binaire. Pour moi, le monde n'est pas binaire. Tout est complexe et tout est multifactoriel et doit être vu dans sa complexité. Donc, oui, la science a été utilisée pour justifier la colonisation, pour justifier l'esclavage. Et c'est un fait pour justifier la torture. Et c'est un fait, et c'est important qu'on le dise, et c'est important qu'on le comprenne et qu'on le prenne en compte, parce que quand on est, enfin, aujourd'hui, quand on voit dans des territoires qui sont encore colonisés, par exemple, la défiance envers l'autorité de l'institution. La Guadeloupe, c'est un bon exemple. Par exemple, mais c'est tout à fait normal. Enfin, on ne peut pas demander à des personnes qu'on utilise, enfin, je n'ai pas d'autres mots en fait, qu'on utilise encore aujourd'hui, qu'on a utilisé depuis que la Guadeloupe existe, que existe entre guillemets, depuis que ça a été colonisé, depuis que des personnes y ont été esclavagisées. C'est encore des extractions de ressources, c'est encore de la déshumanisation. Et ça continue aujourd'hui, sauf qu'on ne dit pas les mêmes mots. Et je pense que c'est ça qui est important de comprendre, c'est que le système, il a changé, oui. C'est-à-dire que maintenant, oui, il y a plus, il y a encore des territoires qui sont colonisés, mais il y a pas mal de territoires qui ont pris leur indépendance officielle et qui sont aujourd'hui des États libres et indépendants. Mais dans les faits, la colonialité, elle existe encore. Donc, dans les esprits des gens, la colonialité, elle existe encore, et dans les faits, la colonialité, elle existe encore. Donc, quand on regarde la façon dont on perçoit les autres, on peut y voir de la colonialité. Quand on regarde comment on se perçoit nous-mêmes en tant que descendants de personnes qui ont été colonisées, ben, on peut y percevoir de la colonialité. Et c'est en ça que c'est intéressant, c'est que le système a changé, mais il s'est adapté. Donc aujourd'hui, il y a des mots qui sont différents, mais ça s'est juste adapté en fait. C'est toujours la même domination, c'est toujours le même rapport de domination, c'est toujours la même pression qui est exercée. Et ça, je parle du système monde, mais du coup, quand on revient à des sociétés, par exemple, si on parle uniquement de la France, si on parle uniquement de l'Europe, ou si on parle uniquement de l'Afrique du Nord, par exemple, ben, la colonialité, elle existe encore, même à ces niveaux-là. Donc, il y a un sacré boulot encore. Hein. Et puis, quand on commence à ouvrir le voile et que, enfin, moi, encore une fois, ces 2 dernières années, c'était pas facile, en fait, parce que c'est
tu le sens viscéralement, toutes ces énergies, ces mémoires qui remontent et souvent tu le découvres un peu seul, donc tu peux te sentir seul et te dire: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et en même temps, je pense que c'est un travail nécessaire et j'aimerais que tu nous partages, par exemple, un moment, malgré qu'il y ait de l'ombre, un moment magique que tu vis peut-être dans tes groupes ou quand tu accompagnes quelqu'un. Tu peux nous dire qu'il y a aussi de la lumière dedans? Oui, il y a aussi de la lumière et je pense que, effectivement, c'est important d'en parler. Hem, Dans mes groupes, donc j'ai des groupes qui sont en non-mixité, des groupes qui sont mixtes, donc parfois en non-mixité racisée, parfois c'est, mélangé, même en termes de genre et cetera. Voilà, j'ai des groupes assez différents, mais il y a toujours un moment parce qu'on fait un travail de déconstruction d'abord, ensuite on se fait un travail de reconnexion à soi. Il y a toujours un moment où on sent euh, notre puissance intérieure, où là on se dit là, c'est ça existe chez moi en fait, même si la société ne me le dit pas, même si la société ne le voit pas, même si je suis minorisée, j'ai quand même cette puissance intérieure et je peux l'exprimer. C'est une partie de moi qui peut s'exprimer. Et c'est, enfin, dit comme ça peut paraître très banal finalement, mais c'est hyper puissant en fait, Mmh. ce moment-là où on bascule de un peu de, je sais pas trop comment l'exprimer, de cet état où on est en train de survivre et pas en Mmh. train de vivre, à cet état où on se dit ah mais en fait on a du pouvoir, on a de la puissance et on peut vivre, en tant que, on est des personnes et on est des êtres humains au même titre que les autres. Mmh. Parce que ce qui se cache derrière tout ça, c'est la déshumanisation des personnes racisées, en fait. Et du coup, le fait de reprendre le pouvoir comme ça à chaque fois, c'est assez puissant et c'est magique. Ouais, merci pour ce partage. Ouais, je vois tout à fait ce que tu dis dans ces espaces-là, dans ces espaces sacrés de Mm. sororité ou de fraternité, si c'est mixte puis ça demande aussi parfois des temps où on a besoin de se retrouver entre guillemets «entre personnes racisées» aussi. Pas Oui, par effet, je veux pas te voir, mais par effet de on se re on se reconnecte, on guérit déjà ensemble oui, avant de nous ouvrir et de créer cette connexion oui. fraternelle, quelle que soit, quelque part. Mais complètement. Alors du coup, c'est pas du tout la même intention pour moi quand j'ouvre des espaces. Donc j'ai des espaces qui sont en non-mixité. Donc là, c'est de la non-mixité choisie. Qui sont uniquement entre personnes racisées, peu importe le genre, par exemple, ou ça peut être uniquement entre femmes, mais il y a des femmes blanches et des femmes racisées. Alors en général, c'est ouvert aussi aux personnes non binaires, donc c'est plus les personnes sexisées, comme on dit, ou les minorités de genre. Euh, Ça dépend de ce dont on parle, ça dépend de l'intention aussi que je mets dans l'espace. C'est-à-dire que si c'est un espace de guérison collective pour les femmes afrodescendantes, bah, c'est un espace de guérison collective pour les femmes afrodescendantes. Et là, il n'y aura pas de femmes blanches ni de femmes asiodescendantes, par exemple, parce qu'on va vraiment travailler des choses qui sont en lien avec notre histoire de femmes afrodescendantes. C'est important d'avoir des espaces en non-mixité choisis parce qu'on a besoin d'espaces où on est à 100% en sécurité. Alors, enfin, où on sent qu'on peut être à 100% soi-même. C'est surtout ça. On sent qu'on peut dire tout ce qu'on a à dire, qu'on n'a pas besoin de porter de masque. Sachant que dans la société, c'est très difficile de trouver des espaces comme ça. C'est important d'en créer entre nous parce que l'isolement, c'est une des composantes qui nous empêche de sortir du fonctionnement traumatique en fait. Donc c'est Mmh. super important de créer des espaces comme ça. Après, j'ai aussi des espaces euh, qui sont ouvertes par exemple aux personnes blanches parce que j'estime que c'est aussi important d'avoir des espaces où on a des relations sécures avec des personnes blanches parce que du coup on intègre que c'est possible d'avoir des relations safe et sécures avec des personnes blanches, sachant Ça qu'après, contribue voilà, à la guérison collective, du coup. complètement, complètement. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai plusieurs espaces comme ça. C'est une intention différente en fait entre les différents espaces. D'accord. Merci Selma. Bah, écoute, c'est vraiment, des sujets pour moi qui, une fois qu'on accepte de nous poser avec et d'y aller
parce que je pense vraiment qu'on a besoin d'être dans cette curiosité de notre histoire humaine pour si on a envie d'avancer et de créer ce nouveau monde. Et comme tu disais, c'est pas juste en utilisant les mots inclusif ou mixité que ça va marcher en fait, parce que c'est vrai qu'on reprend les vieux démons et on reproduit la même chose. On a vraiment besoin d'un vrai reset. Moi, j'appelle ça le reset karmique dans mon livre. Complètement. Mais moi, du coup, par exemple, j'utilise pas le mot inclusif parce que la question qu'on pose, c'est du coup, on inclut qui dans quoi? Et pourquoi? C'est toujours centré sur les dominants. L'inclusivité, c'est on va inclure les personnes minorisées dans le groupe des personnes dominantes, alors que donc, j'utilise plus, moi j'ai une approche qui est plutôt décoloniale parce que mon but c'est de dégommer le système moderne, patriarcal et colonial en fait. C'est pas, voilà, c'est le reset comme tu dis, c'est pas d'inclure des personnes dans un truc qui veut pas d'eux en fait, ça n'a pas de sens pour moi. Ouais. Le pouvoir des mots, il est important, je pense, dans ce travail-là. Oui. Parce que c'est une vibration et que les mots, si on utilise les mêmes, ou même si on les édulcore avec de nouveaux mots, mais que les racines sont toujours dans ce référentiel, comme tu disais, patriarcal, où la référence, c'est le colon, le blanc, forcément, on ne va pas avancer. Complètement. Ouais. En tous les cas, pour les personnes qui nous écoutent et qui ont envie d'aller plus loin, vous pouvez aller voir les liens que je vais mettre sous la vidéo et sous l'épisode. Les liens de Selma, que ce soit ton site, ton podcast. Et je parle un petit peu de ton travail aussi dans mon livre qui sort le 14 avril, Devenir sa propre médecine. Pour terminer, quelles sont tes actualités, Selma? Alors, j'ai un espace que je vais ouvrir avec Anne Favier, justement, pour aider les professionnels de l'accompagnement à décoloniser leurs pratiques, qui ouvre au mois d'avril. Donc ça, c'est une de mes actus. Et la deuxième, c'est un autre espace que j'ouvre au Maroc. Donc là, c'est une retraite qui dure 6 jours et qui est basée sur le coaching décolonial et la médecine, les savoirs ancestraux plutôt nord-africains. Yes, super. Et puis, peut-être, nous, on est en train de concocter quelque chose, même si pour l'instant, ça n'a pas pris forme, on va dire, dans la matière, mais il y a cette envie, comme on est toutes les deux coachs et entrepreneurs, et qu'on a toutes les deux fait le constat que dans l'entrepreneuriat au féminin, il se passe plein de choses, mais c'est souvent les mêmes têtes où on n'aborde pas cette question en profondeur de la décolonialité. Voilà, c'est quelque chose qu'on a envie d'aller explorer ensemble avec d'autres femmes aussi, et on vous tiendra au courant. Oui. Merci Selma. Merci à toi, merci pour l'invitation. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt.